Bon, on n'a pas beaucoup de temps avec mon autre invité, ça fait qu'on y va direct, il s'appelle Justin Massy, professeur de sciences politiques à l'UQAM. Salut Justin. Bonjour. Alors, en choisissant le constructeur allemand TKMS pour sa nouvelle flotte de sous-marins, Ottawa mise sur une valeur sûre. Je veux t'entendre là-dessus, moi ça m'intéresse. En plus, petit gars, j'aime ça, les patentes de fusil et tout ça. Euh, j'ai vu dans le Journal de Montréal aujourd'hui, on décrivait les sous-marins en question de la compagnie allemande TKMS. Puis moi, ce que j'ai vu, alors après, tu me dis si je me trompe, mais j'avais de la misère à voir la pertinence du modèle choisi, dans le sens que de un, c'est pas un sous-marin nucléaire, donc il peut pas passer à travers les glaces dans l'Arctique. Je me suis dit, on n'est pas au Costa Rica, on est quand même, on défend le Canada, dont l'Arctique. Et son gros avantage semble être, il peut être 3 semaines en dessous de l'eau sans jamais remonter. Ouais, mais jusque-là, qu'est-ce que tu as fait? Ça fait que j'aimerais ça, Justin Massy, Ouais. que tu me dises, c'est quoi les avantages stratégiques que toi, tu vois, vu que tu connais ça et pas moi? Ben, premièrement, c'est qu'on ne voulait pas un sous-marin à propulsion nucléaire. OK. Parce que si on trouve que la facture est chère présentement, là, ça peut aller jusqu'à 100 milliards de dollars, l'achat qu'on vient d'annoncer là, sur les prochaines décennies. Oui. Un sous-marin à propulsion nucléaire, c'est au moins 5 fois plus. Ah! Donc, et en plus, il faut créer une infrastructure pour dans les ports. Il faut être capable de produire de l'énergie nucléaire, de la transporter, etc. Et ça, le Canada l'a jamais fait. OK. Donc, partir de rien puis aller vers le nucléaire, c'était juste un trop gros saut, Je comprends. je pense, Très bon point. éventuellement. Donc, dans le diesel, c'est-à-dire ce qui n'est pas nucléaire, il restait 2 concurrents. Et celui de TKMS a plus de capacité, je dirais, à opérer dans le Nord-Atlantique et le Nord-Pacifique, dans des eaux arctiques, parce que c'est un sous-marin qui va être acheté par l'Allemagne aussi, mais surtout par la Norvège. Et un pays qui est aussi une frontière arctique avec la Russie et que ses besoins opérationnels sont plus proches. Tandis que le sous-marin sud-coréen, lui, était moins conçu pour opérer dans ces eaux-là. OK. C'est beaucoup plus pour dissuader la Corée du Nord. La Corée du Sud avait une frontière avec la Corée du Nord. Puis ce qu'il y avait, qui aurait été le fun pour le Canada, mais qu'on n'aura pas, c'est qu'elle avait une capacité d'envoyer des missiles sur le territoire d'un adversaire, par exemple, pour l'attaquer en cas d'agression. Et ça a augmenté la dissuasion du Canada, mais ça, c'est pas une capacité que le sous-marin allemand, il a. Et c'est quoi comment je dirais ça? Donc, en quoi, quand tu décides que tu as besoin d'un modèle plus qu'un autre, dans ça ou dans n'importe quelle forme d'armement, en quoi ça a rapport avec les structures que tu as déjà versus celles que tu vas devoir construire? Parce que dans l'article du Devoir aujourd'hui, c'est souligné, ça, puis c'est très intéressant de dire il y a une espèce d'adaptabilité qui va être plus simple avec la compagnie allemande que sud-coréenne à pouvoir construire ces sous-marins-là et qu'ils aient une espèce de pérennité avec la réalité canadienne d'aujourd'hui. En quoi ça pèse vraiment dans la balance? Ça pèse pour beaucoup parce que la chose facile à faire, c'est d'acheter le sous-marin. La chose d'être plus difficile, c'est de le garder en opération. Ah! Pour avoir un sous-marin qui est dans les eaux, il en faut 4. Donc, il y en a 3 qui ne sont pas en train d'être opérés. OK. C'est vraiment un 25 de disponibilité. C'est pour ça qu'on en achète 12. On en achète 12 pour qu'il y en ait 3 qui fonctionnent en même temps. Et ça demande la maintenance, ça demande l'entretien. Puis c'est là-dessus que le Canada va devoir investir beaucoup parce qu'on n'a jamais entretenu et maintenu de tel type de sous-marin. Donc Ouais. ça, avec TKMS, c'est une firme, là, elle a fourni 70 des sous-marins des pays de l'OTAN. Donc, elle a beaucoup d'expérience dans l'exportation avec d'autres pays. Alors que la Corée du Sud, si elle avait vendu au Canada, on aurait été le premier pays de l'OTAN qui aurait acheté un sous-marin sud-coréen. Donc, c'était moins expérimenté à cet égard-là. Mais les Sud-Coréens, leurs sous-marins existent aujourd'hui, tandis que le sous-marin qu'on vient d'acheter n'existe pas encore. Il doit être en production, puis on va avoir le premier au début des années 2030. Justin Massy, je suis très curieux, je ne sais pas si tu as la réponse à ça. C'est quoi la lourdeur, j'ai le goût de dire, d'un devis comme ça? Parce que moi, ça dépasse l'entendement, tu sais. Un plan d'architecte, c'est un devis pour une maison, mais là, quand tu parles d'un sous-marin, quand le gouvernement canadien dit, OK, nous autres, là, on a évalué que nos besoins, c'est ça marche-tu de même d'abord? Est-ce que c'est un devis qui est envoyé ou bien c'est juste, tu te fais bombarder par des fournisseurs comme si tu étais au salon de l'auto? Non. C'est la marine royale canadienne qui dit, qu'est-ce qu'on a besoin? On a OK. besoin d'un sous-marin qui va le plus loin possible, qui n'est pas à propulsion nucléaire, on l'a déjà dit, mais qui peut aller le plus loin possible. Puis nous, on a besoin de 3 semaines, parce que ça prend 3 semaines de partir de Halifax pour aller dans le passage du Nord-Ouest, là, dans le nord du Canada, Oui. ou de partir d'Esquimalt, qui est en Colombie-Britannique, puis aller vers le détroit de Bering, qui est un peu au nord là, de l'Alaska. Parce que c'est ça nos côtes qu'il faut protéger. Oui. Donc, ils ont jugé, nous, il faut 3 semaines. Ensuite, il nous faut telle grandeur, telle longueur, si on veut, du sous-marin. Bref, ils vont faire toutes les exigences techniques et ensuite, ils vont discuter avec l'industrie en disant, est-ce que vous le faites, vous?
Et là, ils vont des fois corriger parce que peut-être qu'on avait des attentes qui sont irréalistes, que l'industrie dit, ben non, on fait pas ça, c'est pas capable. Okay. Et là, il va y avoir une espèce d'échange d'informations. Et une fois qu'on est certain, le gouvernement ensuite fait son offre, ou plutôt son appel d'offres. Et là, les fournisseurs vont bider. Il y en avait 5 qui avaient fait pour le Canada et il y en a choisi 2 à la fin. Et ils ont fait une espèce de compétition entre les deux en disant, ben là, vos 2 modèles répondent à nos exigences militaires. Maintenant, on veut savoir lequel va nous offrir plus de retombées économiques. Parce que quand on achète à l'étranger, mettons pour 40 milliards d'achats, ben, il faut qu'il y ait 40 milliards d'investissements au Canada. Donc, si l'entreprise décide de le produire, comme nos premiers sous-marins là, vont être produits en Allemagne et en Norvège, ils ne seront pas produits au Canada. Mais ça, c'est de l'argent qu'on envoie dans leur économie. On dit, ben, TKMS, ben là, on veut que tu investisses dans les entreprises chez nous, l'équivalent. Et là, ben, ça va être à nous à négocier ça, parce que là, ce qu'on a annoncé, c'est le début de la négociation. C'est pas la signature du contrat, c'est vraiment le choix de TKMS. Et là, il y aura beaucoup de choses à faire pour négocier le calendrier, mais aussi ces investissements-là dans l'économie canadienne, dont québécoise, parce qu'il y a des entreprises québécoises qui font partie de la soumission des TKMS, dont Marmen, dans la région de Trois-Rivières. Oui, dans la région de Trois-Rivières. Ben oui. Justin, est-ce que tu vas être disponible pour nous reparler d'autres fois? Parce que c'est fort intéressant et très éclairant. Ben, merci beaucoup. Justin Massy. L'horaire est contraint. OK, c'est bon. Professeur en sciences politiques à l'UQAM. Merci. Salut, Justin.